Bonjour Olivier. Tu nous entends bien? Parfait. Tout le monde est là déjà? Comment? Tout le monde est là? Ouais, pas tout le monde encore, hein. Il manque, je pense qu'il manque encore pas mal de gens, mais ça devrait pas tarder, ouais. Ok. Bah écoutez, bienvenue dans Aquarius. Bonjour. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dehors et puis Olivier, tu me dis quand on peut commencer. On a 30-35 minutes au total. Bah, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, Hervé, c'est, de toute façon, j'imagine que tu commences par une petite présentation de toi, de ton parcours, j'imagine, et puis on parler des objectifs de la mission, et puis on pourra peut-être faire un petit échange après. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Hervé Stévenin, je travaille à l'Agence spatiale européenne, au Centre européen des astronautes. Je suis un ancien asthmatique de la promo 85. Après l'ANSMA, je suis rentré au CNES, à l'Agence spatiale française. J'ai travaillé 4 ans dans un centre de contrôle de satellites pour le satellite Spot, où je m'occupais du contrôle d'orbite, d'attitude et des systèmes du satellite. Et puis, comme j'étais intéressé par les vols habités, à partir de 90, je me suis consacré au vol à bord de la station Mir en apportant un support opérationnel et entraînement aux astronautes français qui ont volé sur Mir. Donc, Jean-Pierre Agnoret, Claudie Agnoret, Léopold Yartz, et qui m'a donné une bonne expérience opérationnelle d'entraînement et d'opération. Ensuite, en 98, l'Agence spatiale européenne a regroupé tous les astronautes européens à Cologne, au Centre européen des astronautes. Donc les divisions d'astronautes nationales ont fermé. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, ou je reste au CNES, et j'aurai peu de chances de continuer dans ce domaine, ou je suis le mouvement et je pars à l'ESA. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une candidature spontanée, je me suis retrouvé à l'ESA. Les premières années à l'ESA, je vais dire les 7 premières années, j'étais recruté en tant que responsable d'entraînement pour les charges utiles, pour les expériences européennes à bord de Columbus, du module Columbus de la station internationale. Et j'étais chargé de développer l'entraînement, les moyens d'entraînement, recruter les instructeurs, entrer les instructeurs et commencer à entraîner les astronautes sur ces expériences et charges utiles qu'on embarque dans Columbus. En parallèle, comme j'avais un peu d'expérience en plongée sous-marine et qu'on a un bassin d'immersion en plongée qui fait 10 mètres de fond à l'EAC, on m'a demandé de m'impliquer dans ce domaine et d'apporter un peu mon expérience. Et puis petit à petit, je me suis investi de plus en plus là-dedans. Et j'ai commencé à établir une coopération avec les Américains à la NASA. En 2000, mon premier séjour à la NASA en tant que membre de l'ESA, j'ai demandé à voir leur bassin d'entraînement NBL, Neutral Buoyancy Laboratory, où ils entraînent les astronautes en EVA. Et on m'a dit, tu peux pas t'approcher du deck, du bord, il faut être à l'étage au-dessus derrière la vitre pour regarder. Ce que j'ai fait, et puis en établissant cette coopération avec la NASA, 4 ans plus tard, j'étais moi-même dans le scaphandre, en train d'être entraîné avec une de mes collègues par la NASA. Donc en ces 4 ans-là, il y a eu un progrès énorme qui a été fait en termes de coopération. Cette expérience m'a permis de développer à l'Agence spatiale européenne, à Cologne, un programme de préfamiliarisation pour les sorties extravéhiculaires. Je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé énorme entre l'entraînement qu'on peut avoir en tant que plongeur, qui fait partie de l'entraînement de base de tout astronaute, et puis les premiers entraînements en scaphandre qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup de contrôle de tout ce qu'il y a à faire. Et donc on a développé un programme sans le scaphandre, mais qui permet aux astronautes d'apprendre toutes ces règles de sécurité et d'efficacité pour l'EVA. Et donc ils s'entraînent chez nous. On a entraîné les 12 astronautes qui ont été recrutés en 2009.
Et suite à ça, ils peuvent aller ou en Russie ou aux États-Unis. Et toutes ces règles sont connues, ils n'ont plus qu'à s'habituer au fait que le scaphandre est un peu gonflé, un peu difficile à manœuvrer, mais ils ne font plus d'erreurs dans les règles de base, dans ce qu'ils doivent dire, ce dont ils doivent être, la vigilance qu'ils doivent apporter à l'environnement, la communication avec leurs partenaires, les règles de sécurité, les règles d'efficacité. Et voilà, ce programme-là a permis par exemple à Luca Parmitano, qui était le premier nouveau astronaute de l'ESA de la sélection en 2009, de faire 2 sorties extravéhiculaires dans la station. Et j'ai un collègue, donc Alexander Gerst, qui est en ce moment à bord de la station. On aura une communication avec eux en vidéo dans 2 jours, donc ça va être super cool. Et lui aussi est prévu pour une sortie extravéhiculaire. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que je crois que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. Nous sommes dans le module Aquarius, donc 15 km au large de la Floride, au large des Keys, nous sommes en Floride, au large des Keys, par 20 mètres de fond. C'est le seul habitat sous-marin qui existe au monde. Et cet habitat est utilisé par la NASA pour faire les missions NEEMO, qui sont NASA Extreme Environment Mission Operations. Donc c'est une simulation de mission spatiale où la NASA déploie exactement les mêmes techniques et les mêmes outils que ce qu'on utilise à bord de la station. Donc c'est un bon entraînement pour les équipages, pour les astronautes. On a à bord Randy Bresnik, qui est un astronaute de la NASA expérimenté, c'est notre commandant, il a déjà volé dans l'espace, il a fait 2 sorties extravéhiculaires. Et puis j'ai avec moi Jeremy Hansen, qui est un astronaute canadien qui n'a pas encore volé, et Andreas Mogensen, mon collègue de l'ESA, qui n'a pas encore volé, avec qui je me suis entraîné en Russie dans le scaphandre russe il y a 2 ans de ça. Donc ici, que faisons-nous? Nous simulons une mission spatiale, nous simulons une mission d'exploration. Il y a 2 aspects en fait. La première partie, c'est la mission d'exploration. On est censé être en orbite autour de Mars. Et le centre de contrôle a établi un délai de communication de 5 minutes. Ces 5 minutes, ça correspond à peu près, pour Mars, classiquement, on entend parler de 20 minutes. 5 minutes, c'est le délai qu'il peut y avoir, un des délais le plus court qu'il peut y avoir de communication entre la Terre et Mars, lorsque Mars se trouve en conjonction avec la Terre. Donc avec le Soleil, la Terre et Mars alignés. C'est là où on a un délai de communication minime. Donc pendant toute la mission, nous sommes en délai de communication. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie un message en parlant ou bien un message par texte, le centre de contrôle qui est situé en surface dans les Keys, près de Key Largo, reçoit le message 5 minutes après, et s'il répond immédiatement, on a la réponse au bout de 10 minutes après envoyer le message. Alors pourquoi on fait ça? Juste pour voir, évidemment ça crée des sortes de difficultés supplémentaires parce que évidemment il faut être clair, il faut être concis, on peut pas se permettre d'envoyer un message, dire j'ai pas compris, l'autre de quoi vous parlez, bon il faut vraiment être précis dans ce qu'on dit, et ça nécessite aussi que l'équipage soit autonome, c'est-à-dire que on peut pas poser une question et attendre 10 minutes. Parce qu'autrement on ne peut pas remplir les objectifs de la mission. Donc on est face à une difficulté ou face à un choix à faire, on n'a pas de recommandation, on pose la question au centre de contrôle et on leur dit ben voilà, on est devant ces 2 possibilités, mais on envisage de faire ceci. Alors si vous avez d'autres recommandations, on les appliquera, sinon donnez-nous votre feu vert, ce qui nous permet de développer une sorte d'autonomie. Donc on teste ces techniques de communication et puis on teste aussi les outils. Est-ce qu'il vaut mieux parler? Est-ce qu'il vaut mieux faire du texte? Donc on s'est rendu compte par les missions précédentes où ils ont fait quelques petits tests de délai de communication que lorsqu'on envoie un message, parfois on n'a pas l'occasion de l'entendre ou de bien comprendre parce qu'on est dans une autre partie du module en train de faire une autre activité. Et donc là, ils ont mis en place un nouveau système, un nouvel outil où chaque message qui est envoyé de notre part ou du centre de contrôle est enregistré. Ce qui permet, si on n'a pas bien compris ce qui s'est passé, de revenir et de faire un replay pour écouter ce qui se passe. Alors dans le cadre de cette exploration, tous les jours, il y a des sorties extravéhiculaires à l'extérieur, j'en ai déjà fait 2.
et je vais en refaire 2 autres dans les jours qui viennent, et mes collègues sortent aussi. Plusieurs objectifs. Le premier, on teste des techniques et des opérations de forage. Alors on va pas bien loin, mais la NASA a développé une sorte de bras articulé qui est planté sur le sol, la surface du fond de la mer, et qui peut tourner, on peut le positionner, le déployer à différents endroits. Et au bout de ce bras, là où j'ai mon point, on a un système de forage avec des tubes qui s'enfoncent dans le sol. Alors on a commencé à faire des premiers tests d'opération en forant, en étant comme en apesanteur. Donc on est en flottaison libre, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que notre gilet gonflé compense la poussée d'Archimède, compense notre poids, de manière à ce qu'on flotte comme en apesanteur au-dessus de la zone, exactement comme quand on entraîne les astronautes en piscine. Les procédures sont développées par la NASA, ce sont des procédures de la station typique de la Station Spatiale Internationale, même format. Et donc on a un responsable à l'intérieur du module qui s'appelle le IV Crew Member pour intravéhiculaire, qui est notre guide, parce qu'on ne peut pas se mémoriser tous les éléments de la procédure. Donc lui va nous dire, voilà, prochaine étape, Hervé tu fais ça, Andy tu fais ça, et on déroule la procédure. Donc on a testé les opérations. L'idée c'est, si jamais on explore un astéroïde, la NASA est intéressée par les astéroïdes, mais même les lunes de Mars, les lunes de Mars, la pesanteur, la gravité autour de ces lunes est extrêmement faible. Donc si les astronautes se retrouvaient en exploration autour, ils seraient en flottaison autour, ils pourraient pas se poser. Donc il y a plusieurs techniques, ou bien on accroche le bras sur la surface, ou bien ce serait un bras qui serait accroché à un petit véhicule qui s'approcherait, et on fait du forage. Alors on n'est pas allé très loin, on a réussi à faire 40 cm de forage, on a des tubes de 30 cm, le premier est bien rentré 30 cm, le deuxième est rentré de 10 cm, on va continuer encore dans les jours qui viennent, mais et on donne des recommandations au centre de contrôle. C'est la première fois qu'on fait dans ce cadre de mission du forage aussi profond. Deuxième aspect, les explorations sur Mars. Donc là, c'est un programme différent. On est en gravité partielle, c'est-à-dire qu'on met un peu plus de poids de manière à ce qu'on puisse se déplacer un petit peu comme si nous étions sur Mars. Un petit peu comme quand on marche sur la Lune, mais c'est simplement que le nombre de poids qu'on met est différent pour qu'on simule la gravité martienne. Et là, l'objectif, c'est on a 2 personnes qui partent à l'extérieur et qui vont faire de l'exploration de terrain. L'idée, c'est imaginons qu'on envoie des hommes sur Mars et que des robots aient déjà été envoyés pour faire du repérage de navigation, prise de photos, un petit peu comme les robots Spirit et Opportunity qu'on a à bord qu'on a sur Mars. Et donc le terrain serait déjà bien connu par les gens au sol. Mais on a besoin d'envoyer des astronautes pour faire des analyses, pour mesurer des caractéristiques géologiques, pour prendre des photos et pour éventuellement détecter d'autres éléments qui pourraient être plus intéressants mais que les robots n'ont pas pu voir. Donc on définit, le centre de contrôle nous a défini un programme, on part en 2 par 2, en 2 personnes à l'extérieur. En plus, on teste un système de navigation autonome, donc on a une sorte de plateforme comme un traîneau avec des propulseurs de chaque côté, des commandes sur un pupitre. Je ne sais pas si vous regardez Twitter ou quand je tweete, je mets quelques photos je mets pas mal de photos, donc je vous invite à aller voir mon compte Twitter et de regarder. Et avec ce pupitre de commande, on a même un système de navigation, une sorte de GPS sous-marin avec une carte. Et on navigue, il y en a un qui est sur ce sorte de traîneau volant et qui se dirige vers la zone explorée. Le deuxième suit à pied avec tous les outils dont on a besoin. Donc on a un peu l'impression d'être comme dans un film de James Bond, en train de flotter, c'est assez époustouflant. Et on arrive sur un site de travail. On a un parcours à faire et sur ce site, on fait les opérations telles qu'elles sont prévues. On va repérer, essayer de trouver les caractéristiques géologiques qui ont été vues par le robot et que le centre de contrôle veut nous faire explorer de plus près. Une fois qu'on les a trouvés, on fait les mesures et les prises de photos nécessaires et ensuite on part sur un autre site. Et on fait une sorte de circuit. Au moment
l'idée c'est qu'au bout de 10 minutes, c'est-à-dire que lorsque le centre de contrôle aura reçu les images et reçu les informations de ce qu'on a fait, au bout de 5 minutes, on va dire, il nous envoie des recommandations pour voir d'autres choses. On va dire, ah ben tiens, à côté de l'endroit, l'objectif qu'on visait, on a découvert une autre caractéristique géologique intéressante et on voudrait que vous alliez l'analyser. Donc, cette information va nous arriver 10-15 minutes après qu'on ait envoyé l'image du site. L'idée, c'est qu'on revient, notre circuit nous fait revenir au bout de 10 minutes au même endroit, de manière à ne pas perdre de temps, et lorsqu'on est nouveau au même endroit, notre collègue à l'intérieur du module a reçu des images du centre de contrôle, nous dit, ben voilà, allez voir plutôt cette caractéristique-là et cet objet, ce rocher ou cette partie que vous voyez sous l'eau, enfin sur la surface. On s'y rend et on a la consigne et on va faire l'analyse, prise de photos. D'abord, il faut le trouver et ensuite faire des analyses. Et après, une fois qu'on a bien vu, qu'on a compris ce qui intéressait le centre de contrôle, il nous laisse libre de regarder autour s'il n'y a pas un autre élément qui peut être intéressant et qui peut avoir les mêmes caractéristiques. Et on fait ça sur plusieurs sites et ça peut durer 4 heures. Dans notre sortie extravéhiculaire, elles peuvent durer jusqu'à 4 heures. Donc, on a 4 sites différents à explorer. Sur chaque site, on a 4 différentes caractéristiques à voir. Et puis, on a d'autres points supplémentaires. Donc, ça, c'est le volet sortie extravéhiculaire. À côté de ça, dans le module, on simule un petit peu, c'est notre vaisseau, hein, c'est un petit peu comme si on était dans la station spatiale internationale. Et on a d'autres expériences dont l'objectif est d'essayer d'améliorer les opérations qu'on fait à bord de la station. Donc, par exemple, l'Agence spatiale européenne a développé une expérience qui est un prototypage d'un assemblage d'outils, de supports qui pourrait être utile à un astronaute pour travailler dans la station. Alors, comment ça se passe dans la station? Si un astronaute veut faire une opération, ouvrir un rack et travailler derrière, il a sur un PC portable la procédure qui est affichée sur l'écran. Donc il regarde la procédure, il va sur sa zone de travail, met les mains dans le module, fait les manœuvres. Quelle est l'étape suivante? Il doit revenir sur le PC, voir l'étape, peut-être appeler une autre procédure. Donc si l'activité est compliquée, ça prend du temps, ces allers-retours entre le PC et la zone de travail. Et le PC ne peut pas être forcément mis à proximité de la zone de travail. Donc ce qu'on est en train de prototyper, c'est un système avec composé de 3 éléments. On a une sorte de heads-up display, de viseur tête haute, qui est en fait un Google Glass, qui nous permet d'afficher la procédure dans notre viseur et qui a commande vocale, c'est-à-dire que lorsqu'on dit next en previous, on a l'étape suivante de la procédure qui s'affiche dans le Google Glass. On a à côté une tablette, genre iPad, qui permet, au cas où on a une photo qui est sur la procédure, de la voir de manière un peu plus précise, parce que la résolution du Google Glass est trop faible pour des photos. Ce sont des photos avec des indications dessus. Et on a un smartphone qui établit une liaison, un petit peu une liaison Skype, comme on a une liaison actuellement. Alors on fait ça en temps réel. Pour cette partie-là, on fait, on arrête, pour ce membre d'équipage, on arrête la simulation 5 minutes de délai. On dit OK, maintenant on est en temps réel, on simule qu'on est à bord de la station et on fait cette expérience. Alors on utilise pour ça, pour tester cet équipement, et je vais le faire aujourd'hui, on utilise une charge utile, une expérience de l'ESA qui vole déjà à bord de la station internationale avec la procédure que les astronautes utilisent. C'est d'autant plus pratique qu'on a le modèle d'entraînement au Centre européen des astronautes, donc c'est celui-là qu'on a amené ici. Et donc c'est une expérience qui consiste avec des capteurs qu'on branche sur un ordinateur portable, différents capteurs, de tester l'élasticité, l'humidité et la texture de la peau pour étudier comment la peau vieillit en apesanteur. Donc ici, ça n'a pas de sens pratique cette expérience, mais c'est juste qu'on fait exactement les mêmes opérations qu'à bord de la station. L'avantage, c'est qu'on a une expérience qui est au format Station Spatiale Internationale, une procédure qui est au même format. À partir de là, l'idée, c'est on établit la communication, on commence l'expérience, et grâce au Google Glass,
le centre de contrôle peut voir par-dessus notre épaule à travers la caméra. Donc il voit exactement ce qu'on fait. Et donc on veut essayer de voir comment ce système de viseur tête haute, combiné avec une liaison de type Skype qui permet à l'expert de communiquer avec nous directement, comment ces outils peuvent nous permettre de travailler sans être obligé de partir, de nous déplacer pour voir sur un PC l'étape suivant la procédure. Donc principe, on est devant l'expérience, on regarde, on fait next, on parle, et puis la procédure défile. Si on a une question ou s'il y a une recommandation, le centre de contrôle communique avec nous. Tout ça, ces outils dont on va donner des recommandations, tous ces outils-là devraient être intégrés dans un seul élément. Donc Google Glass, deux éléments, Google Glass et tablette. La liaison Skype sera intégrée dans la tablette. Et ça devrait voler à bord de la Station Spatiale Internationale avec mon collègue Andreas Mogensen, qui est avec moi ici. Et il sera le premier à tester cette configuration dans la station. Si c'est positif, eh ben l'Agence Spatiale Européenne pourra proposer à la NASA et aux autres partenaires d'utiliser ce genre de système. Voilà grosso modo l'idée. On est en immersion pendant 7 jours. 7 jours ici par 20 mètres de fond, on est en saturation complète. Donc un autre intérêt de ces missions-là, c'est que on n'est pas dans un simulateur, on n'est pas à faire une session, puis on dit ok, là il est 4 heures l'après-midi, on ouvre la porte, on sort, on rentre chez nous. Il n'y a pas moyen de rentrer directement à la surface. Étant donné qu'on est en saturation complète, à cause de la pression, notre corps est saturé d'azote. Je ne sais pas s'il y a des plongeurs parmi vous, mais vous savez très bien que les plongées sont des durées limitées. Si on descend à 20 mètres, on peut plonger 1 heure, 1 heure et demie, mais grand maximum. Là, on est dans cette situation depuis déjà 4 jours. Si on remontait à la surface immédiatement, les bulles d'azote se dilateraient, circuleraient dans notre sang, un petit peu comme quand on ouvre une bouteille de Coca-Cola. Ça créerait des embolies, des douleurs, et on peut en mourir. C'est typiquement, il y a un danger. Donc le challenge, c'est de ne jamais remonter à la surface, même quand on fait nos EVA, on y accroche un ombilical, mais on essaie toujours d'éviter de monter plus haut que le module, parce que ça peut être très dangereux. Lorsqu'on va en fin de mission, le dernier jour, lorsqu'ils vont devoir nous ramener en surface, ils vont nous recompresser doucement pendant à peu près 15 à 16 heures. C'est-à-dire qu'on va fermer le sas, qui nous permet de communiquer, de partir à l'extérieur dehors. Et donc on va petit à petit augmenter la pression, et la première heure on va respirer de l'oxygène pur. Donc pour vous donner une idée, si on veut rejoindre la surface, il nous faut 15 heures. Si on regarde bien, c'est même plus de temps que pour un équipage qui en urgence devrait rentrer depuis la station internationale. Et ça leur prend moins de temps de rentrer. Donc cette configuration-là crée un danger potentiel. Il y a un risque réel. Et puis l'environnement extérieur est hostile. La plongée, c'est pas dangereux, mais vous avez vu, on plonge avec ces casques, un casque intégral, un petit peu casque de scaphandrier moderne. Regardez les photos sur Twitter ou sur les sites. Donc ce casque, imaginez qu'on peut pas l'ouvrir tout seul. Imaginez que il y a un problème d'arrivée d'air, donc on a des procédures de secours, on a un réservoir de secours sur le dos. Il peut arriver que la faune à l'extérieur peut être dangereuse. Il y a des méduses, il y a des barracudas, il y a des poissons scorpions. Le monde extérieur n'est pas agressif, mais il faut toujours faire attention. Donc cette notion de danger potentiel qui nous oblige à être extrêmement vigilants, extrêmement précautionneux pour tout ce qui est relatif à la sécurité, notre sécurité personnelle, mais aussi la sécurité des autres membres d'équipage, crée une ambiance aussi et nous force à nous comporter un petit peu comme si on était dans l'espace, parce qu'on doit appliquer exactement les mêmes règles de vigilance et de sécurité. Ce qui veut dire que, excuse-moi, finalement, il y a presque plus de risques à faire cette mission que d'aller dans l'espace. Si ce n'est que pour vous, pour aller dans le module, c'est quand même moins risqué par rapport au trajet. Mais par contre, effectivement, en cas de soucis, il y a peut-être plus de risques. Je dirais pas plus, mais c'est un petit peu similaire. Mais dans la station spatiale, il peut y avoir un risque de décompression. Imaginez que c'est déjà arrivé dans la station Mir. Imaginez qu'il y a un module qui percute un autre, un vaisseau qui percute un autre, ou
un impact de météorite, la station se dépressurise. Nous, ici, c'est l'équivalent, ça serait, il y a une fuite dans le module et le module se remplit d'eau. Il peut y avoir aussi le feu à bord, comme dans la station, même type de risque. On a des masques, on a des procédures de sécurité, on a des détecteurs. Quelques secondes d'une vie normale, tout peut basculer dans une situation d'urgence, et à ce moment-là, il faut appliquer les règles d'urgence pour éventuellement évacuer le module. On est supporté par énormément de gens en surface. La sécurité est super bien organisée par la NASA. À chaque fois qu'on sort en EVA, en surface, on a des bateaux avec des équipes qui nous assistent. Il y a toujours un bateau avec une chambre de décompression à bord. Si jamais il nous arrivait quoi que ce soit, imaginons qu'on ait un incendie à bord, on évacue, on a à l'extérieur une petite cloche renversée qui est notre module de sécurité. On se regroupe là-dedans, on attend que le bateau arrive avec la chambre de décompression. Deux d'entre nous rentreraient dans la chambre. Ce bateau ramènerait les deux membres d'équipage à bon port, où une autre chambre plus grande nous attend, et puis viendrait chercher les deux autres. Donc toute la sécurité était bien envisagée, juste pour vous mettre en évidence qu'il y a un risque réel. Et la station a été conçue il y a combien de temps? Quelle station? Celle-là? Oui. Une vingtaine d'années, 15 ans? 15 ans, je pense. Et c'est la 19e mission? C'est la 19e mission. C'est la 19e mission. D'habitude, la NASA fait une mission par an. Cette année, on en a eu 2. Et à chaque fois, est-ce que les astronautes sont obligés de passer par cette station ou juste un passage en piscine suffit? Non, cette station n'est pas obligatoire. C'est juste ce qu'on appelle une mission analogue qui permet. C'est juste une mission analogue qui permet d'acquérir déjà des compétences qui préparent pour un vol. Donc moi, je suis pas astronaute, je ne vole pas, mais ça me permet vraiment de comprendre comment un équipage travaille à bord, comment fonctionne, comment on fait tout ce qu'on fait en EVA va me servir beaucoup pour mon travail ensuite. Pour les astronautes, c'est une préparation à être mieux organisé pour le vol. Pour vous donner un exemple, moi je savais, parce que j'ai vu des astronautes en mission, je savais que quand ils démarrent leur mission à bord de la station, ils découvrent un environnement nouveau, le plan de vol est chargé, ils sont parfois en retard, se plaignent un peu que le plan de travail est trop chargé. Je connais ça depuis le sol en tant que Eurocom ou en tant que communicant avec eux, je sais que c'est quelque chose d'habituel. Par contre, c'est quelque chose que je viens d'expérimenter en temps réel ici. C'est-à-dire que les premiers jours, depuis les 2 premiers jours, j'étais toujours derrière mon plan de charge. Je me suis rendu compte que j'étais en retard, que les choses où j'avais, par exemple, un créneau d'une demi-heure à faire, eh ben, je pouvais utiliser que ça me prenait 3 quarts d'heure. Tout ça, c'est une question d'organisation. Le module est nouveau, vous posez quelque chose à un endroit. Cette chose est peut-être dérange un autre membre d'équipage, il va la prendre et la mettre ailleurs. Donc vous revenez, vous savez pas où se trouve votre équipement. Un petit peu comme dans la station, vous laissez un objet flotter, l'objet va partir. Il peut y avoir des problèmes techniques, problèmes de communication avec l'extérieur, un équipement qui fonctionne pas, qui va prendre plus de temps. Le module est pas forcément bien connu. Puis il y a des tas de petites choses de la vie privée qu'il faut organiser, il faut manger, il faut dormir, faut faire des emails, tweeter, etc. Donc il faut toujours essayer d'être en avance du plan de charge. Et on est dans un mode où le matin on se réveille à 6 heures du matin, la première chose que l'on pense c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour gagner 10 minutes, pour gagner 5 minutes? Voyons mon plan de charge, comment je peux faire pour être un petit peu en avance, de manière à ce que s'il y a le moins de problèmes, je ne me retrouve pas en difficulté. Parce qu'après, on est synchronisé avec les autres. Si vous arrivez en retard pour une préparation de VA, vos collègues vous attendent, le sol vous attend, les plongeurs vous attendent. Donc on est à la tête en tant que membre d'équipage, et c'est vraiment ce que j'ai découvert aujourd'hui, pendant cette mission, c'est la première fois que je suis membre d'équipage, puisque je suis pas astronaute, c'est qu'on est au sommet d'une pyramide de gens qui vous supportent, qui vous apportent un aide, supporter, je veux dire, en tant qu'apporter un aide, et qui sont extrêmement compétents, qui ont mis énormément d'énergie et de travail là-dedans,
et on est le dernier maillon de la chaîne en extrémité. On est très visible parce qu'on nous voit, regardez sur le site, vous pourrez nous voir sur le site Aquarius, vous pouvez nous voir en temps réel dans le module. Donc on est une forte visibilité sur nous, forte visibilité par son contrôle, et je dirais pas la seule crainte, mais notre seul souci ici, c'est se dire, et c'est la même chose avant la station, se dire, voilà, il faut pas que je déçoive les gens qui ont mis tant d'efforts pour faire pour préparer cette mission. On est les derniers exécutants, le dernier maillon de la chaîne pour faire ce qu'il doit, pour faire en sorte que le travail soit fait. Et on veut surtout pas, parce qu'on est en retard, parce qu'on n'a pas bien compris, parce que il y a d'autres problèmes autour de ça, de faire en sorte que le travail qui nous est demandé n'a pas été fait. C'est notre souci principal. Faire en sorte d'être efficace et qu'on puisse faire ce qu'on nous demande. Vous avez des questions? Ouais, je vais te regarder un peu vite. T'as des petites questions quand même? Ouais. Oui, donc bonjour, j'avais une question. C'était combien vous faites en ce moment, par exemple, dans le module, et si les participants se proposent ou ils sont sélectionnés, et comment sont-ils sélectionnés? Alors, on est 6 dans le module. Pardon, laissez-moi caméra avant, voilà. On est 6 dans le module, 3 astronautes sont avec moi, et on a 2 techniciens Habitat qui sont fournis ce sont des techniciens qui travaillent sur Aquarius. Vous m'entendez toujours? Oui. Qui travaillent dans Aquarius, qui sont là pour s'occuper de l'habitat, faire en sorte que, au niveau sécurité, si jamais il y avait la moindre urgence, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est eux qui prennent la direction et qui nous disent quoi faire. Donc ce sont nos anges gardiens, je dirais. Mais ces 2-là ne sont pas impliqués dans notre programme EVA. Comment on est sélectionné pour cette mission? Il faut être un astronaute. Sur les 19 missions Nemo, je crois qu'il y a eu de la NASA uniquement 4 ou 5 personnes. Donc vous comptez 4 membres d'équipage par mission, il y en a eu 19, il n'y en a eu que 4 ou 5 de la NASA qui n'étaient pas astronautes et qui ont participé à ce genre de mission. Je suis le premier européen ou français aussi qui, en tant que non-astronaute, participe à cette mission. Comment ça s'est passé? Eh bien, normalement, c'est pour des astronautes, donc la mission a été développée. L'ESA devait envoyer 2 personnes, puisqu'on avait un créneau pour 2 personnes. Andreas Mogensen était le candidat idéal. Il a déjà participé à une mission similaire il y a 1 an, mais comme on prépare des activités pour son vol, il a été choisi. Et puis il manquait un astronaute, donc à l'EAC, et comme on faisait des EVA, les responsables sont tournés vers moi, on dit ok, il y a une place, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit ok, je viens, pas de problème. Moi je suis pas plongeur, donc je sais pas quelle est la luminosité à 20 mètres de profondeur. Comment vous gérez le rythme jour-nuit? Pareil au niveau de la nourriture, est-ce que c'est la même chose que ce que vous avez en... Très intéressant. Voilà, alors la luminosité, vous la voyez, elle est très bonne, 20 mètres, très bonne luminosité. Je suis déjà l'an dernier descendu dans un petit sous-marin avec la Comex jusqu'à 230 mètres de fond. Et la luminosité change à partir de 80 mètres. À 100 mètres, tout est noir. On est dans le noir complet. Ici, la luminosité est OK et il n'y a pas de problème. Pour manger, on mange des... Andreas, can you pick me a food yeah. So, on mange ceci, sont des sortes de repas lyophilisés pour le camping, hein, un petit peu. On ajoute de l'eau chaude et puis ça fonctionne bien. On laisse gonfler pendant 8 minutes et ça fonctionne bien. Petite caractéristique différente, j'ai fait hier une surprise pour les membres d'équipage. Je leur ai amené des boîtes de conserve qui sont de la nourriture d'astronautes envoyée par l'ESA à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc j'ai réussi à en récupérer quelques-unes et on va refaire un nouveau repas comme ça. Donc ça a permis de donner une connotation un peu plus spatiale à notre expérience, puisque on a mangé hier soir
de la nourriture de la Station Spatiale Internationale. Et cette nourriture a été développée par l'ESA et le CNES, l'Agence Spatiale Française. Le fournisseur des boîtes, c'est ENAF. Et la nourriture est développée par les équipes d'Alain Ducasse, Alain Ducasse étant un chef étoilé, donc c'est de la nourriture particulièrement bonne, et c'est apprécié. C'est pas la nourriture du pouce. Je sais pas s'il y a une autre question là dans le pub. Ouais. Et une autre information pour vous avant la prochaine question. Hier, on a fait une sortie en plongée de nuit. Donc là, c'était assez fabuleux parce que c'est vraiment de la science-fiction. On s'y retrouve à l'extérieur, le module éclairé avec des lumières. On avait l'impression que c'était un vaisseau spatial. Il faisait noir autour de nous. Je voyais le faisceau de lampe de mon collègue. Et lorsqu'on éteint la lumière, qu'on se retrouve dans le noir et qu'on bouge les mains, à ce moment-là, tout le plancton qui est autour de nous devient bioluminescent et on est entouré de petites lucioles autour de nous. C'est à donner des frissons dans le dos. J'avais vraiment l'impression d'être dans le film Abyss. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'était ça. C'était Abyss. Oui, bonjour. Donc j'ai une question. 19 mètres de profondeur, c'est quand même pas énorme. En revanche, visiblement, vous êtes très loin de la côte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pont, ou est-ce que la station elle est posée à même le sol, ou est-ce que c'est une structure qui flotte? Comment ça se passe? La station est posée à même le sol. Il faut qu'elle soit suffisamment loin pour qu'elle ne soit pas dans des trajets de bateau et qu'elle est dans une zone réservée. Elle est posée à même le sol, à 20 mètres de fond. Alors ce qui est amusant, c'est que ce que je n'avais vraiment pas envisagé, prévu, c'est que le module bouge. On a l'impression que ce module, il est en vie. Il bouge avec le courant. On le sent basculer un petit peu, même s'il est posé au fond. Quand il y a des vagues en surface qui font 1,50 m de haut, on sent la variation de pression à l'intérieur. On sent les tympans qui subissent une pression régulière, comme un pulse, comme une pulsation. Un petit peu comme si c'était les battements de cœur du module. Le module fait du bruit. Alors, il y a des pompes, il y a des systèmes. À l'intérieur, c'est un petit peu comme dans un avion, au niveau du bruit général, mais il y a beaucoup de pompes et de systèmes qui se mettent en route. On a vraiment l'impression que ce module est en vie et voilà, on fait partie de lui. Et la structure, elle représente à peu près quelle taille et comment c'est compartimenté à l'intérieur? Alors, je vais juste vous montrer rapidement parce qu'on ne va pas pouvoir rester trop longtemps. Ici, vous avez le compartiment couchette avec Andreas. Hi Andreas. Donc, voilà, c'est là où on dort et il y a une fenêtre juste derrière, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, on peut voir les poissons. De ce côté, c'est notre compartiment de travail, il y a tous les systèmes, vous voyez tous les systèmes de contrôle du module. Ici, la table depuis laquelle, avec un poisson là, depuis laquelle je vous ai parlé. Ici, c'est le coin cuisine, avec la nourriture qui se trouve en haut. Tous nos systèmes d'ordinateur pour communiquer avec le sol. Encore des poissons au fond, là, qu'on voit à travers. Là, on a le Porsche, le module intermédiaire. C'est ici qu'on dirige les EVA, avec tous nos systèmes de contrôle. Voilà. Et ici, on a un système un peu pour le lavabo. Et là, vous pouvez voir, attendez, où est-ce qu'on est? Là, il y a des collègues dans le système compartimenté qui sont en train de se préparer pour la sortie extravéhiculaire. Et c'est là où on accède à l'eau. Vous voyez l'eau au fond, là. Là, ici, vous regardez en haut, là, vous voyez, on a un peu l'impression d'être dans la station spatiale. Hein. Voilà. Alors, une petite anecdote pour vous, juste pour votre information, on essaie de faire des petites choses symboliques ici, un petit peu comme on fait dans la station. Et j'ai amené avec moi un livre de Jules Verne, qui est un vieux livre de 1892, une des premières éditions de Jules Verne. Je peux vous le montrer là. Voilà, c'est 20 milieux sous les mers. C'est un livre de 1892, la 6e édition de cet ouvrage.
Et quand cet ouvrage a été publié, Jules Verne était encore en vie. Donc c'est un petit peu symbolique puisque la mission s'appelle Nemo, donc un peu comme le même nom que le capitaine, le capitaine du vaisseau sous-marin de cette histoire. Et voilà, donc on n'est pas, voilà, ça fait partie un petit peu de la vie ici. Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, parce que j'imagine que toi tu vas commencer ta journée. Et je dois en prendre qu'une, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps tourne, et là, mes collègues, j'ai vu, sont en train de se préparer, il faut que j'aille leur donner un coup de main. La dernière question, je demande un défi au premier. Oui, bonjour. Je viens de rentrer à Lancement, alors je voudrais vous poser la question, quand vous étiez à Lancement, est-ce que vous pensiez à faire des choses comme ça avec la NASA ou l'Agence spatiale européenne? Oui, un petit peu. Avant, pendant ou après Lancement? Un petit peu. Déjà, à Lancement, je voulais être astronaute, donc j'étais vraiment attiré par tout ce qui est espace. Et c'était mon objectif. En tant qu'ingénieur, je voulais me spécialiser en systèmes aérospatiaux et travailler dans le domaine spatial. Donc c'est pour ça que je suis rentré au CNES, c'est pour ça que je suis à l'ESA. Mais j'aurais jamais imaginé être ici quand même. Si j'ai un conseil à vous donner, quelle que soit votre passion, votre orientation, ce que vous avez envie de faire, allez-y jusqu'au bout, foncez. Et à un moment donné, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des situations où vous allez être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et ça va vous donner des opportunités assez surprenantes. Merci beaucoup Hervé, je pense que tu vas au boulot là donc. Et puis, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience. Merci aussi à Vanessa qui nous a permis d'avoir fait cette visio. Et puis moi, vous applaudirez bien quand même. Ok, merci à vous pour votre intérêt. C'était super sympa de vous avoir en ligne parce que comme vous savez aussi, on est isolé, donc ça fait partie un peu comme dans la station internationale, des intérêts qu'on peut avoir de pouvoir communiquer avec des gens à l'extérieur. Ça nous fait toujours plaisir. Et bon ben voilà, suivez la mission sur Twitter, suivez la mission sur les sites vidéo. Vous verrez la vidéo en temps réel de ce qu'on fait dans le module à l'extérieur. Et puis bonne continuation pour vos études et bon vent pour votre carrière professionnelle. Merci Hervé, bonne mission et à bientôt. Au revoir.